Il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, notre invité est Stéphane Mottier, secrétaire départemental du SNUDI FO 22, professeur des écoles à l'école du Grand Légion à Plérin. Il est avec nous en direct ce matin, je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de cette rentrée 2022. Comment ça s'est passé, tenez, pour vous? Malheureusement, là, l'inspecteur d'académie lui-même a dit qu'il a été difficile pour lui de préparer la rentrée. Il a fait, par exemple, des fermetures à cette période-là de l'année, ce qu'il ne fait d'habitude jamais. Il a été obligé de refuser des temps partiels à des collègues parce qu'il manque de ressources enseignantes, comme il dit. C'est difficile. Ce qu'on appréhende surtout, c'est évidemment la suite, parce que rien n'a été fait pour que l'année ne se passe pas comme l'année dernière, avec plein d'enseignants absents non remplacés. Alors, il y a des enseignants absents, il y a ces fermetures. Est-ce que finalement, l'éducation nationale n'oublie pas un peu les enfants, les jeunes dans cette rentrée ? Là, nous sommes obligés de constater qu'effectivement, les choses n'ont pas été faites pour que chaque élève ait il y a le respect de leur droit à la scolarité. Ça a culminé au mois de janvier de l'année dernière. D'ailleurs, il y a eu un mouvement de grève le 13 janvier, massivement suivi par les enseignants, parce que la situation était un véritable chaos. Les organisations syndicales ont été reçues par l'inspecteur d'académie qui disait que depuis la rentrée de Noël, là, c'était chaque jour au minimum 20 enseignants absents non remplacés et ça montait jusqu'à 37. Alors l'absence des enseignants, on peut imaginer qu'il y a des motifs médicaux, etc. Mais il y a aussi ce ras-le-bol des enseignants, cette fatigue des enseignants. On en parle aussi de plus en plus finalement dans les médias, sur nos antennes. C'est dû à quoi cette fatigue? Est-ce que les jeunes, les enfants sont plus durs qu'avant? Est-ce que c'est plus difficile d'enseigner? Alors là, il y a certainement pas mal de phénomènes. Je pense que le principal, c'est lié à ce que je disais. S'il y a absence, alors là, au mois de janvier, c'était dû au Covid. Là, les élèves étaient renvoyés par centaines chez eux. Donc ça, c'était catastrophique. Évidemment, derrière, il faut réussir à rattraper le retard qui s'est accumulé. Ça demande des efforts. Tout le monde n'est pas là au même moment. C'est forcément très compliqué. Ça d'une part, et puis la majeure partie de l'année, les élèves sont en fait répartis dans les autres classes. Donc ils n'ont pas le droit à l'enseignement auquel ils auraient droit dans des conditions normales. Et évidemment, c'est compliqué, ça surcharge les autres classes, donc ça fatigue énormément les enseignants. Après, il est bien évident que une période, en 2020, on a un mois où les élèves sont en confinement, sont absents, où les choses sont faites à distance, où après il va y avoir des malades, même parmi les élèves, donc qui sont absents, qui reviennent, qui vont, qui viennent, ça perturbe les choses. Rien que ça méritait un plan d'urgence de recrutement par le ministre pour faire face au rattrapage scolaire et puis pallier les absences des enseignants. Alors le recrutement, justement, parlons-en. Aujourd'hui, c'est le grand problème de l'éducation nationale. On ne recrute plus de professeurs, on recrute finalement des contractuels. Malheureusement, c'est le cas. Ça, c'est une conséquence de la loi de transformation de la fonction publique. Écoutez, moi, je compare avec d'autres qui étaient des services publics, qui ressemblent de moins en moins, mais à la Poste, il n'y a plus de recrutement de fonctionnaires, plus de concours mis en place depuis 1998. Il y a peut-être 30% de fonctionnaires. Écoutez, là, je constate que c'est le tour de l'hôpital et de l'école. À cette rentrée dans les écoles publiques des Côtes-d'Armor, c'est 30 contractuels qui sont là recrutés dès le départ, alors que dans le même temps, il y a des personnes qui sont reçues sur liste complémentaire au concours, donc qui sont tout à fait disponibles et qui ne sont pas appelées. Pourquoi on ne les appelle pas, ces personnes ? Là, la liste complémentaire pour l'administration ne sert qu'en cas de délistement de quelqu'un reçu sur liste principale. Alors là, je tempère un petit peu, c'est que la situation est tellement catastrophique que le ministre a autorisé à puiser quand même dedans pour pourvoir les postes où il n'y avait personne.
Dans le département, ça représente deux collègues qui ont été appelés, et au niveau de l'académie, 14 personnes, 14-15 personnes. Alors on a vu sur les réseaux sociaux, ces fameux réseaux sociaux, ces vidéos qui ont tourné en boucle de jeunes futurs professeurs, contractuels en l'occurrence, qui ont été passés un entretien et qui ont été reçus avec peut-être pas forcément le niveau. Il y avait un petit côté provocation dans la chose. Alors il ne s'agit pas de dire que les contractuels ne sont pas de bons professeurs, mais on a l'impression que le recrutement a été fait dans l'urgence très vite, sans forcément aller au fond des choses. Moi, je suis pour le recrutement au statut. Le fait que les enseignants aient tous le même statut et les mêmes droits, les mêmes obligations, voilà. Normalement, ça passe effectivement par un concours, mais en situation exceptionnelle. Alors là, il faudrait recruter tous ceux qui ont été reçus sur concours. Je parlais de ceux qui étaient sur liste complémentaire. Peut-être sûrement qu'il faudrait abonder cette liste complémentaire, aller au-delà. Mais dans une situation exceptionnelle où il y a une pandémie qui arrive, où des centaines d'enseignants, malheureusement, sont absents, qu'est-ce qu'il vaut mieux ? Une classe où il n'y a personne devant les élèves, ou bien le recrutement de quelqu'un qui a fait des études, qui a un niveau master, voire même licence, c'est leur revendication en région parisienne pour faire face à la situation. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux ça? Et puis après, chercher à former, et évidemment, quelqu'un qui a fait le travail et tout, titulariser, qu'il ait même droit. Voilà. Notre revendication. Alors on a entendu des voix, alors là j'ai joué un peu la provocation, Stéphane Mottier, pour dire bah voilà, finalement aujourd'hui l'école c'est désuet, le prof qui est devant le tableau noir ou le tableau blanc, maintenant il y a des tableaux blancs, c'est fini, on peut faire de l'enseignement à distance, ça a fonctionné pendant le Covid, voilà, il faut passer à une école 2.0, j'imagine que ça vous hérisse. Tout à fait. Alors c'est un renversement de situation, parce qu'il y a c'est un arrêté ou un décret de 2018 qui fixe les choses pour les services publics et qui dit que l'accueil doit être assuré dans un certain nombre de services publics, et c'est le cas dans l'enseignement. En gros, à cette époque-là, on nous disait l'enseignement, ça se fait dans une classe face aux élèves. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors là, malheureusement... au lieu de faire le recrutement que nous réclamons, eh bien, c'est justement ça qui se met en place. L'année dernière, en janvier, l'inspecteur d'académie a inventé des pôles de irremplaçants. C'est-à-dire que des collègues qui allaient dans les classes normalement face aux élèves, eh bien, ont été sortis des classes, ont été mis devant des ordinateurs pour envoyer du travail aux élèves qui étaient à la maison. Donc c'est vrai que là, c'est plus l'école, et on sort du monde. Je vous lis, là c'est un extrait du protocole de ces pôles du remplaçant. L'inspecteur d'académie disait que le principe était d'assurer le remplacement à distance en respectant les programmes sans connaissance de la progression exacte de la classe. Et il mettait ça en place à partir du 17 janvier. Donc là, c'est totalement inacceptable. Nous sommes battus contre ça et demandé qu'il y ait recrutement. Avec des élèves parfois en difficulté, difficultés familiales, difficultés aussi tout simplement dans les cours, difficultés à suivre parfois. Finalement, ce sont ces élèves-là qui vont, permettez-moi le terme, il est un peu fort, mais qui vont trinquer. Ce sont ceux-là qui pâtissent le plus. C'est évident que les élèves pour qui l'école demande des efforts, pour qui voilà, il y a besoin de se concentrer, tous ces changements, toutes ces absences et tout ont un effet dévastateur. L'éducation nationale dit aujourd'hui qu'il n'y a plus de vocation, que finalement on ne trouve pas de prof parce que voilà, il n'y a plus de vocation, il y a une forme de désamour pour le métier de prof. Est-ce que c'est réel? Est-ce que vous le ressentez sur le terrain, par exemple? Ma première réaction, c'est de dire que c'est un mensonge. Alors, après, il y a une part de vérité. C'est par exemple, on est tellement mal payé et les conditions se compliquent tellement que forcément c'est difficile. On voit malheureusement des jeunes collègues qui démarrent et puis qui arrêtent, qui cherchent à changer, des fois assez rapidement. Là, je parlais des conditions de salaire, mais un enseignant débutant, et bientôt il va être rattrapé par le SMIC. Donc bon, ça c'est compliqué évidemment. Après le désamour, c'est en partie un mensonge parce que dans l'académie,
ce sont, par exemple, sur les concours du public, 50 personnes qui étaient reçues sur les complémentaires et qui attendaient, qui ont un niveau quasiment équivalent, équivalent à ceux qui ont été reçus et qui attendent. On a regroupé quelques-uns, fait une réunion fin de l'année. On est allé au rectorat pour dire mais quand est-ce que nous allons être recrutés? On sait qu'il y a des besoins, ils sont énormes, il y a des recrutements de contractuels. Nous, on veut être pris. Alors, le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, pardon, voilà, on s'éclaircit un peu la voix, c'est mieux pour la radio. Le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, a promis que désormais aucun enseignant en début de carrière n'aurait moins de 2000 €. Est-ce que ça peut être une source de motivation ou vous dites que finalement le problème est ailleurs? Ce serait une très bonne nouvelle. Bon, je pense que ça va être compliqué parce que 2000 €, c'est à peu près ce qu'on touche entre 15 ans et 20 ans de carrière. Donc, si ce sont juste les jeunes enseignants qui voient leur salaire augmenter et que les autres restent au même niveau, il y a un petit souci. Donc, c'est l'ensemble de la grille qu'il faudrait évidemment revoir. Les enseignants comme les fonctionnaires ont perdu 25% de pouvoir d'achat depuis l'an 2000. Donc ça se compte par centaines d'euros, c'est terrible. Et là, les 3,5% accordés au 1er juillet, ça va être à peu près la moitié de l'inflation de cette année. Donc notre pouvoir d'achat perd encore. Alors, on voit de temps en temps à la télévision des films qui sont reflets de leur époque. Récemment, une chaîne de télévision a diffusé Le Maître d'école avec Coluche, film bien connu s'il en est. Et on a l'impression, en regardant ce film, finalement, qui est une forme de satire du monde enseignant, en tout cas d'un jeune enseignant qui débute, Coluche, un film qui date des années 80, de 1980 précisément, on a l'impression que rien n'a bougé. Il y avait des progrès, des choses qui avaient avancé. Effectivement, dans les écoles publiques, il n'y avait que des personnes pendant des années qui avaient eu le concours, ou alors qui avaient été reçues sur les complémentaires, qui avaient la formation des fois en décalage. Là, on est en train de revenir là-dessus. Après, malheureusement, oui, on a connu, et c'était possible de faire que les enseignants soient des enseignants au statut. Je répète, face à une situation exceptionnelle, il ne paraît pas illogique on n'a pas forcément la ressource, les concours là tout de suite, de faire appel à des personnes qui peuvent être face à une classe, qui sont volontaires pour le faire, et puis qui après vont avoir la formation qui vont être aidés à le faire. Alors, on entend des voix aussi qui s'élèvent dans la fonction publique, entre autres, pour dire, avec cette situation, finalement, c'est donner un appel d'air pour l'enseignement privé. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'enfants, de jeunes élèves, même des plus grands, scolarisés dans l'enseignement privé. Alors, il ne s'agit pas ici de créer un débat, de dire, voilà, c'est mieux ou c'est moins bien. Mais est-ce que vous craignez que peu à peu, on glisse vers une privatisation du secteur de l'enseignement? Écoutez, moi je pense malheureusement que c'est le but de ce gouvernement et de ce ministre. Je lisais dans la presse, je crois que c'était hier ou peut-être avant-hier, le développement effectivement des écoles privées hors contrat, avec des pourcentages mais faramineux. Ça, c'est la conséquence des difficultés dans lesquelles sont mises et mis l'école. Donc, il y a là faire face à la situation, je dis de pandémie, évidemment, mais il y avait d'autres problèmes qui étaient plus anciens. Un des problèmes très, très importants dans l'école, là, actuellement, c'est l'inclusion systématique des élèves. Mon syndicat n'est pas contre l'inclusion. Le souci, c'est que là, c'est fait en total, c'est totalement découplé des besoins réels des enfants. Nous, on veut une solution adaptée à la nature et au degré de handicap de chaque élève. Or, ce n'est pas ça qui est malheureusement fait. Écoutez, si le gouvernement voulait vraiment faire quelque chose pour les enfants en situation de handicap, il ne resterait pas non plus les accompagnants dans la situation qu'ils vivent. C'est des salaires de misère à 800 € par mois. Avec ça, on ne peut pas vivre. Donc, ils étaient en grève hier, les ATSEM, ces accompagnants d'enfants en difficulté ou handicapés, pour demander justement une revalorisation de leur traitement. Oui. Alors là, il y a deux choses. Donc les accompagnants, ce sont des AESH. Gérés par l'inspection académique. Là, vous parliez des ATSEM, c'est les agents territoriaux, donc qui sont dans les écoles, les classes maternelles, et qui aident là les enseignants auprès des jeunes élèves. Ils sont concernés, malheureusement, comme nous, par tous les problèmes de salaire et puis de perte de pouvoir d'achat. À
Arrivera-t-on, c'est peut-être une vaste question que je vous pose à 8h45 sur l'antenne de Bretagne 5, mais arrivera-t-on un jour à réformer l'enseignement, mais avec, et c'est le plus important, les enseignants? On a l'impression qu'il y a des réformes peu ou prou qui aboutissent ou n'aboutissent pas d'ailleurs. On a l'impression qu'on ne peut pas réformer l'enseignement. Est-ce que c'est le fait justement qu'on mette un peu de côté les enseignants? Tout le problème est le but de la réforme. Si la réforme a pour but de faire que l'enfant ait sa scolarité, le droit à la scolarité, que l'enseignant ait les moyens de lui faire classe, qu'il y ait un enseignant face à chaque élève, que les enfants avec des besoins particuliers, les enfants handicapés en particulier, et toute l'aide nécessaire et que ce soit adapté à leur situation. Moi, je signe dès demain cette réforme-là. Mais je constate que les différentes réformes qui sont faites, comme vous le disiez tout à l'heure, elles vont vers la privatisation, vers le détournement des usagers, donc des parents, de l'école publique, pour aller créer des écoles privées hors contrat. Donc c'est un système à l'américaine qui est prévu. C'est-à-dire les parents qui auront les moyens, eh bien, ils pourront instruire leurs enfants. Et puis les autres, eh bien, ils ont une école publique qui n'aura plus son service. L'école publique, on savait faire, c'était quelque chose qui avait été gagné. Eh bien, malheureusement, là, on a un gouvernement qui œuvre à sa destruction. Voilà comment nous prenons les choses. Le danger d'une école à deux vitesses, dans des zones parfois défavorisées, on parle très souvent des banlieues ou des zones rurales aussi, hein, où beaucoup de classes ferment d'ailleurs au fil des ans. Justement, aujourd'hui, il y a aussi un phénomène qui s'invite dans l'école, c'est la délinquance, c'est l'insécurité parmi les professeurs aussi. Est-ce que c'est un phénomène qui n'a pas, évidemment, on imagine sa place dans l'école, mais est-ce que c'est un phénomène qu'il faut prendre en considération? On a tous en tête, évidemment, Samuel Paty. Hein, est-ce qu'il faut, j'allais dire, renforcer la sécurité des écoles, justement, en mettant peut-être plus de personnel, plus de professeurs, plus d'encadrants? Écoutez, là, moi, je ne suis pas saisi au niveau des Côtes d'Armor. Je ne suis pas saisi de problèmes de délinquance comme ça, de choses. Il y a, je pense qu'on est plus sur des problèmes scolaires, des difficultés qu'il faut traiter, et avec malheureusement souvent les moyens qui ne permettent pas forcément de faire face comme il le faudrait. Et là, c'est l'organisation de bagarres pour obtenir ce qu'il faut, bien évidemment. Mais non, le département est plutôt à l'abri de... Alors, après, ce qui peut être compliqué, c'est toutes les relations, toute la situation qui nous est faite. C'est vrai que le parent qui doit aller travailler, qui apprend que l'enseignant est absent, que l'enfant est envoyé chez lui, qui n'a pas de moyens de garde, forcément, ça va tendre la situation. L'enseignant n'est pas responsable, malheureusement, mais qui le parent va discuter, c'est l'enseignant. Donc là, ça peut faire les tensions. Et c'est évident, et bon, il y a un rapport, si le rapport avec les parents se dégrade, forcément, l'enfant le ressent, et ça a des conséquences aussi, malheureusement. On parlait tout à l'heure de la précarité dans l'enseignement, évidemment, mais il y a aussi la précarité des parents qui rejaillissent sur les enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne prend pas assez en compte cette précarité qui a forcément des conséquences sur l'éducation, sur les enfants, sur la façon de les conduire dans la vie et de leur faire apprendre, et peut-être de les envoyer vers ce fameux ascenseur social dont on parle tant? C'est une évidence. Là, j'avais entendu parler d'études qui montraient que, par exemple, le niveau de réussite, le niveau de diplôme, il n'était pas tant corrélé au niveau d'études des parents qu'aux moyens financiers des parents. Donc, il est évident que si on a les moyens, si les parents ont les moyens, eh bien, ils vont donner les moyens à leurs enfants de faire des études, de réussir à l'école, pouvoir apporter l'aide s'il y a besoin d'aide. C'est une évidence. Mais ça, ce n'est pas l'école qui va le résoudre. Moi, je fais partie d'un syndicat qui n'est pas un syndicat autonome des enseignants à part. Je fais partie d'une confédération, la Confédération Force Ouvrière, donc avec tous les syndicats de différentes entreprises, du public comme du privé. Il y a évidemment cette question-là du pouvoir d'achat dont je parlais pour les enseignants. Elle est valable pour tous les fonctionnaires, mais je pense aussi pour tous les salariés. Il y a un véritable problème en France.
Et justement, alors, cet ascenseur social, on a l'impression qu'il ne fonctionne pas très bien aujourd'hui en France, et pourtant l'école est là pour le favoriser. Est-ce que justement une réforme de l'enseignement en règle générale ne pourrait pas aussi créer des passerelles qui n'existent pas ou plus aujourd'hui ? Oui, si l'objectif est la réussite de l'élève, lui permettre de donner, d'avoir un diplôme qui sera reconnu après sur le marché du travail et qui fera qu'il sera payé d'une certaine façon et pas n'importe comment. Oui, là, je ne peux être que totalement favorable à ça. Après, ce que je constate, c'est l'inverse qui se produit. Par exemple, le baccalauréat, qui était la clé de voûte dans l'enseignement, eh bien, il est sacrément attaqué. Parce que là, c'est désormais, en très grande majorité, du contrôle continu. Donc, sa valeur nationale, de diplôme national avec une valeur reconnue nationalement, eh bien, elle est bien amoindrie. Donc ça, c'est un énorme problème. Et puis, il y a le fait que c'était un premier grade universitaire. Donc moi, ça m'a permis d'aller à l'université. Maintenant, c'est plus le cas pour les jeunes. Donc, il y a une dégradation de ce diplôme-là. Et je pense à tous les niveaux. Justement, les diplômes, c'est important. Hein, on le voit, ce sont aussi des passages dans la vie des plus jeunes. Alors on dit le niveau du bac est bien amoindri. Est-ce qu'il faut remettre un diplôme intermédiaire peut-être avant d'aller en 6e, par exemple? Autrefois, il y avait un diplôme, il y avait les certificats d'études. Moi, je ne l'ai pas connu, hein, mais il y avait les certificats d'études. Est-ce que ça peut être déjà un premier diplôme dans la vie? Est-ce qu'il faut revaloriser justement ces diplômes? Moi, je commencerai par redonner toute cette dimension au diplôme qui existait. Donc, que le baccalauréat redevienne un examen ponctuel, anonyme, où il y a une stricte égalité de chaque candidat. Ça, c'est la première chose à faire. Après, effectivement, on peut réfléchir à ce qu'est le brevet, un examen... Après, au niveau 6e, comme vous le disiez, je ne sais pas, ce ne serait pas par ça que je commencerai. Non, voilà, donc c'est plutôt revaloriser les épreuves du bac et le niveau aussi. Est-ce que le niveau des élèves a réellement baissé? Est-ce que vous l'avez constaté, vous, en tant que professeur des écoles? C'est pas une question piège, hein, je vous rassure. Là, j'entends des enseignants dire que s'ils donnaient les mêmes cours à leurs élèves qu'il y a quelques années, ils les mettraient en difficulté. Mmh. Mais ça ne vient pas de quelque chose d'extérieur. Je pense que ce qui a été fait à l'éducation et puis la situation là, ça a comme conséquence. Après, je parlais de la dévalorisation du bac. Pour le bac professionnel, c'est le cas depuis bien plus longtemps. Donc là, j'ai des discussions avec des collègues là, de LP qui me disent qui ont le même principe, hein, c'est si redonner les examens de bac d'il y a 15-20 ans, les élèves seraient en total échec. Mais là, ça se comprend. C'est-à-dire, dès lors qu'on passe dans du contrôle continu, l'enseignant forcément, on va évaluer sur ce qu'il a fait apprendre aux élèves. L'élève, il a bien compris que l'enseignant n'a pas intérêt à ce que les élèves soient nuls, puisqu'il évalue lui-même son propre travail. Donc, l'enseignant va s'adapter. Et les élèves aussi entrent dans un cycle où il y a moins d'efforts à faire. Voilà l'effort finalement. On dit aujourd'hui, et ça sera ma dernière question, il nous reste une petite poignée de secondes, on dit aussi qu'il faut retravailler sur les fondamentaux. On parle beaucoup des mathématiques. Bon, alors moi je suis plutôt littéraire, je vais plaider pour le littéraire, le français en particulier. On voit aujourd'hui que le niveau est quand même assez bas. Là aussi, est-ce qu'il va falloir repartir sur des fondamentaux, faire confiance aux profs justement, aux enseignants? Alors moi, je partais du principe que les élèves avaient plein de connaissances. C'est vrai que les matières, tout ce qui était travaillé, ils connaissent des choses que ne savaient peut-être pas faire leurs parents
Voilà, ça s'est fait sans doute au détriment en particulier de l'orthographe. C'est vrai que là-dessus, là, il y a un véritable décalage. Il y aurait certainement quelque chose à faire. Voilà, donc on essaiera de bien parler français à la radio et de bien l'écrire aussi sur le site internet, c'est important. Et bien c'est là-dessus que l'on va se quitter, Stéphane Mottier. Je rappelle que vous êtes secrétaire départemental du SNUDI FO 22, donc des Côtes-d'Armor, professeur des écoles à l'école du Grand Légion, et c'est très joli le Grand Légion, à Plérin. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin au micro de Bretagne 5 pour évoquer la situation des professeurs et cette rentrée 2022. Et évidemment, on en reparlera sur l'antenne de Bretagne 5. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous et belle journée. Merci à vous. Bonne journée. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.